Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à cette conférence, à cette journée de l'insertion et des constructions locales et solidaires à Châteauroux. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la conférence Comment la rénovation énergétique en matériaux biosourcés est une réponse à 3 enjeux majeurs, climatiques, économiques et sociaux de nos territoires. Aujourd'hui, je suis Agathe Wittmann, en charge de la communication et du plaidoyer du réseau qui s'appelle Ecobat, qui vous accueille aujourd'hui, qui vous invite. En tant qu'acteur, en tant que réseau d'acteurs de l'éco-construction et solidaire, nous sommes heureux de vous accueillir avec nos 60 adhérents de Centre-Val-Loire. Merci à vous de vous être mobilisés aussi nombreux pour venir parler d'éco-construction. Nous, notre mission, c'est de créer des groupes de professionnels de bâtiments de l'insertion par l'activité économique de façon locale et durable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, donc, je vous disais, il y a une 60aine de personnes, enfin d'artisans et de groupes. Donc pour cette conférence, il y a 3 de nos artisans qui se sont mobilisés pour répondre à cette question qui s'est posée pour cette conférence. Il dirige et il a fondé Abbé Bâtisseur depuis 2009. Il est spécialisé dans la maçonnerie artisanale. Il est membre de Ecobat depuis un bon nombre d'années. Je vais vous demander d'applaudir et d'accueillir chaleureusement Loïc Bonneau, s'il vous plaît. Architecte engagé pour la réalisation de bâtiments et d'habitations intégrant des matériaux biosourcés, je vous demande d'accueillir la fondatrice de MAM Architecture, Juliette Payon. Et enfin, notre dernier intervenant, qui représente l'entreprise Teiko, qui fabrique des panneaux d'isolant en fibre de bois. Je vous demande d'accueillir Julien Legoisse. Donc, bonjour à vous trois. L'objectif, c'est de je vais leur poser des questions et après, je vous ferai passer le micro pour que vous puissiez vous aussi vous poser vos questions. Et pour ça, il y a Élise qui est juste en train de prendre des photos qui vous passe le micro. Donc, notez-les bien dans un coin de votre tête ou sur votre téléphone, puisqu'on fera passer le micro dans quelques temps. Merci encore d'être là. Donc, je vais poser ma première question à Julien. Julien, toi qui es fabricant de matériaux biosourcés pour Seiko, est-ce que tu peux nous rappeler la différence entre les matériaux biosourcés et les matériaux conventionnels? Donc bonjour à tous, Julien chez Seiko. Alors la différence entre des isolants biosourcés et des isolants conventionnels, il n'y en a pas parce que les isolants biosourcés sont des isolants conventionnels. Ça devrait être un standard maintenant, mais les biosourcés, forcément, ils sont issus du végétal ou de l'animal. Les conventionnels, ils sont plus géosourcés ou pétrolifères. Les biosourcés, ils sont souvent, tout le temps issus de matières déjà renouvelables à l'échelle humaine. Ça, c'est important, alors que les conventionnels ne sont pas renouvelables à l'échelle humaine, parce que le pétrole, ça met un peu 2 millions d'années pour se former sous terre. Les géosourcés, ça met beaucoup de temps aussi. Les biosourcés, ils sont aussi aujourd'hui très peu consommateurs d'énergie pour leur fabrication. Les fils de bois et les chanvres coton consomment en moyenne 10 à 12 fois moins d'énergie à fabriquer que les laines minérales. C'est 10 fois plus d'énergie pour fabriquer un mètre cube de laine de verre que pour fabriquer un mètre cube de biofil, de Steico, d'isonate et de matériaux de ce type. 12 fois plus pour fabriquer de la laine de roche. Et après, tous les biosourcés, y compris alors la paille, consomme encore moins d'énergie, je pense, que nous, pour être honnête. Et ce qui est important aussi à savoir, c'est que tous les biosourcés stable le carbone biogénique, ce que les conventionnels ne font pas. Et ça, aujourd'hui, c'est décrit dans les fiches de données de déclaration environnementale et sanitaire. Et également, ils justifient tous d'un bilan carbone négatif. Donc on stocke plus de carbone dans les matériaux aujourd'hui, et c'est certifié par des DES. On emploie aujourd'hui
importants puisqu'elles sont obligatoires dans le cadre de la RE 2020. Donc on justifie tous d'un bilan carbone négatif. Ce qu'on va stocker en carbone dans nos produits, c'est 5 fois ce que va émettre, par exemple, en isolant l'aide minérale lors de sa fabrication dans l'atmosphère. Donc là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que ça a un impact vraiment positif sur notre environnement. Et actuellement, on a combien de quelle est la part du marché des matériaux biosourcés sur le secteur du bâtiment? Après, ça dépend. En France, on va dire qu'aujourd'hui, en étant un peu optimiste, peut-être, quoique, les biosourcés représentent 20% du marché français de l'isolation. Si on enlève, bien sûr, tout ce qui est bâtiment industriel ou tous les domaines d'emploi dans lesquels ils ne sont pas. Mais après, on sort d'une année 2023 où les biosourcés sur le marché français ont performé de l'ordre de 40 à 50% de progression en volume. Dans un marché où les conventionnels ont fait du moins 30, moins 40. Depuis le début de l'année, je pense que les biosourcés sont plutôt sur un développement de 25%, même dans un marché qui est stressé, alors que les conventionnels sont plus à faire du moins 30 ou du moins 40. Donc voilà, moi ça fait 10 ans que je suis chez Steico, on en produit 20 fois plus qu'il y a 10 ans. Tous mes confrères, parce que je représente le groupe des fabricants ici, je peux parler des autres aussi, tout le monde investit massivement chez les industriels du biosourcé. Steico, on est passé de 50 à 150 salariés en France, on a mis 80 millions d'euros dans nos usines. Isonat, c'est pareil, il a fait des gros investissements. Biofib va bientôt sortir sa deuxième usine en Vendée. Et là, on a Yellow qui est présent ici aujourd'hui, la paille hachée, moi j'y crois beaucoup aussi. Forcément, qu'il y a un super matériau qui va permettre de faire plein de jolies choses avec la paille. La filière paille se développe, la filière champ se développe. Donc en fait, à nous tous, on est capable de fournir massivement le marché français qui est très demandeur aujourd'hui de nos produits, que ce soit sur le privé ou sur le public. Donc là, si je résume, c'est que non seulement c'est un impact environnemental positif, bien plus sur les matériaux, et en plus, c'est un impact social, parce qu'il y a de l'emploi sur le territoire, en France. On est bon pour le climat, on est bon pour l'habitat, puisque forcément, nous, on est très peu émissifs en gaz à effet de serre à la fabrication, on stocke en plus de carbone biogénique, et forcément, au local, tout à chacun, nous, on fait vivre la sylviculture dans les Landes. On permet de réguler aussi la consommation de bois au niveau des papeteries, parce que les papeteries sont des fois fortement demandeuses, des fois faiblement demandeuses, et les sylviculteurs ont du mal à s'y retrouver. Donc on consomme 1% dans les Landes de ce que... Enfin, aujourd'hui, l'industrie du papier dans les Landes consomme 15 millions de coproduits de bois, 15 millions de tonnes. Nous, pour fournir le marché français, on consomme 150 000 tonnes par an. Ça reste très peu significatif par rapport à la production de carton papier. Après, c'est pareil au niveau de la filière chanvre qui fait vivre les agriculteurs, la filière paille qui fait vivre l'agriculture locale, où on fait vivre la sylviculture locale. Donc forcément, on a un impact positif dans ce qu'on fait et dans ce qu'on fait depuis longtemps et dans ce qu'on croit depuis toujours. Merci pour ce retour. Et justement, on va passer du côté de la mise en place de ces matériaux. Donc, Loïc Bonneau, toi, quel recul tu as en tant qu'artisan, poseur de matériaux biosourcés sur le territoire et en règle générale, quels sont les retours qu'on a sur ces matériaux? Alors, bonjour à tous. J'ai une petite anecdote. En 98, j'ai fait des envies aux chambres, chez un particulier qui habite la commune dans laquelle je vis et qui m'a demandé 20 ans après de faire des travaux avec ma propre société. Et j'ai pu mesurer l'impact sur sa vie, la vie de ce couple d'enseignants qui avait fait ce choix-là il y a 98, c'était précurseur dans la région. Et effectivement, le retour, c'est que ce n'est pas des matériaux qui vieillissent pas, on n'a pas d'effet de placement, on n'a pas d'effet d'odeur nauséabonde, on n'a pas il y a un vrai confort de vie, il n'y a pas de rongeurs d'insectes avec le champ des champs. Et en l'occurrence, j'ai vraiment pu apprécier, et je m'en sers maintenant pour valoriser, les champs qu'on place sont aussi un peu de paille, notamment, on fait des engrais à la terre. Et donc, le retour sur cette vingtaine d'années fait qu'effectivement, j'arrive à convaincre mes clients, même les plus réticents, au-delà de la barrière financière, c'est des choses.
On y reviendra juste après sur la partie financière. Et est-ce que en termes d'économie d'énergie, il y a des retours aussi? Est-ce que tu peux sur cette maison qui a 20 ans? Alors, à l'époque, c'était précurseur je ne suis pas ingénieur thermique. En l'occurrence, par contre, en termes de confort de vie, ça c'est sûr qu'il y a la sans vie, mais qu'on n'a pas cette effet de résonance, qu'on a une paroi chaude, une paroi froide, forcément, il y a une incidence sur le confort de vie. Et peut-être même aussi maintenant, par rapport aux grosses chaleurs qu'on peut avoir, le confort d'été peut être aussi intéressant avec des matériaux qui sont plus qui sont naturels, chaleureux, comme tu dis. Ouais, alors effectivement, l'enjeu des prochaines saisons, c'est le confort d'été qu'il faut prendre en compte. Et ça peut participer pour améliorer les choses, notamment. Merci Loïc. Je vais me tourner maintenant du côté de Juliette. Toi qui es architecte à Tours, comment est-ce que tu as intégré les matériaux biosourcés? Est-ce que ça fait partie de ta formation? Est-ce que c'est difficile à mettre en place en tant qu'architecte? Comment est-ce que tu penses aussi tes projets? Alors non, ça ne fait pas partie malheureusement de la formation en école d'archi. Je ne sais pas, il y a plein d'autres archis dans la salle qui vont peut-être le dire. En école, on ne nous apprend pas forcément les matériaux biosourcés, donc comment éco-construire. Après, de ma génération, il y a quand même beaucoup d'étudiants qui intégraient ça dans les projets. Il y avait aussi des associations comme Bellastop, je me tourne vers les archives, je ne sais pas si vous connaissez, qui étaient un peu précurseurs sur l'économie circulaire, sur comment réutiliser les matériaux, etc. Et après, comment on essaie d'intégrer ça dans les projets aujourd'hui. En fait, déjà, le premier truc, c'est le client qu'on a en face de nous. S'il y a une sensibilité ou pas. Quand il y a une sensibilité, on fonce. On essaye de proposer un projet avec des matériaux biosourcés ou avec des manières constructives un peu responsables, de bas carbone, etc. Quand il n'y a pas du tout de sensibilité, on essaye d'en parler aussi. Mais ce qui prime toujours, c'est le coût de construction. In fine, en fait, c'est ça que le client va retenir. Et toi, du coup, comment est-ce que tu fonctionnes pour réussir à le mettre en place? Est-ce que tu t'habitues aux artisans, vu que tu es très en amont du projet et que tu vas être là en tant que conseil? Comment ça se passe? Quand ça intéresse un client, j'essaye d'en parler pendant la conception avec des artisans qui sont dedans pour essayer en fait en amont de prévoir les choses qu'il faut et les matériaux qu'il faut et leur synergie entre eux. Donc ouais, il y a un travail à faire en conception. Après, pour essayer de les intéresser, souvent je parle d'une conscience collective. En fait, c'est pas seulement juste de l'individuel, même si pour soi ça apporte un confort énorme, mais c'est aussi une conscience collective à avoir pour le monde, pour la santé, pour l'environnement, pour la déconstruction aussi. Quand on déconstruit avec des matériaux naturels, c'est quand même beaucoup mieux qu'avec d'autres matériaux. Quand tu dis beaucoup mieux, c'est-à-dire c'est même au niveau de la santé, quand on déconstruit et qu'on a de la fibre de bois, on peut aussi les réutiliser. Alors après, je ne suis pas spécialiste du tout, hein, mais j'imagine que quand c'est du chanvre, de la paille, du bois, c'est des matériaux réutilisables, recyclables. Et quand c'est d'autres matériaux, c'est plus compliqué. Ou sinon, il y a des processus qui demandent beaucoup d'énergie pour le recycler. Contrôle des pauvres. Complètement. Là, de toute façon, on a 60 artisans qui pourront en parler et qui le déposent. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas de personnes qui sont là pour parler de la réutilisation de ces matériaux, mais pour une prochaine fois. Loïc, je reviens vers toi. J'ai appris que tu avais construit un bâtiment en ossature bois avec de la pierre au sol, de la fibre de bois pour l'isolation. Vous en êtes à quelle étape? Comment ça s'est passé et c'était quoi l'objectif? Alors, j'ai intégré le bâtiment début janvier, donc c'est fini. Il reste quelques finitions d'aménagement. L'idée, c'est que je suis porteur d'un projet qui a été soutenu par la collectivité Val-de-Creuse, qui est une communauté de communes. Et on a poussé les curseurs du géosourcé, du biosourcé. Donc, on a mis de la pierre au sol, mais aussi en cloison. On a de la paille, du chanvre, de la laine de bois, des fibres coton recyclées. Et l'idée de ça, c'était qu'au-delà des matériaux biosourcés qu'on allait valoriser avec l'ossature bois, pour un atelier de maçonnerie, je rappelle,
l'idée c'était de dire aussi pousser le curseur de l'insertion. Et on a pu démontrer par cette opération-là, qui a été soutenue par le CRST, le service de M. Godet qui était là ce matin, Jérémy, montrer qu'on pouvait faire différemment mieux tout en gardant un budget finalement plutôt acceptable. Et c'est vrai que je suis dans le local depuis 3 mois et que finalement, c'est vrai pour moi tous les jours depuis 3 mois, parce que je peux profiter de ce bâtiment où il y a tout ce que j'ai mis un peu en place. Là, tu parles de coûts. Est-ce que il y a beaucoup d'idées reçues sur est-ce que ça coûte plus cher, moins cher? Je reviens aussi vers toi, Julien, sur cette question. Parce que c'est ce que tout le monde se pose comme question, forcément, le coût, combien ça coûte de construire un matériau de soleil? Est-ce que c'était l'enjeu? Est-ce que c'était un critère aussi? Alors, l'enjeu budgétaire était un critère. Effectivement, on a dû adapter certaines choses, mais garder cette conviction de mettre en œuvre des matériaux sourcés. Finalement, on arrive à trouver des solutions, notamment de mise en œuvre, pour baisser les coûts, parce qu'il faut trouver ces solutions. Le matériau est un peu plus cher, ça c'est sûr, d'une manière globale. Mais il y a des solutions qui existent vraiment, et puis après, au cas par cas, en fonction des situations, elles sont adaptées. Mais il y a des vraies solutions. La formation est importante. Les confrères artisans impliqués et convaincus forment leur personnel justement pour arriver à améliorer ces choses-là et on ne s'improvise pas le sourcil. Donc toi, tu t'es formé au matériau de sourcil, ça faisait pas partie de ta formation initiale et tu es aussi formateur, il me semble. On s'est formé. Et tu disais former donc les artisans, mais il y a aussi une personne qui était là en insertion, ou plusieurs, et ça a donné lieu à une belle histoire. Alors, en poussant le curseur de l'insertion, on s'est rendu compte on est deux intervenants à avoir travaillé, Nicolas qui est ici, sur l'opération, ce qui est un appel d'offres. Et puis finalement, avec ce biais de l'insertion et l'organisme avec lequel on a travaillé, qui est celui du temps, on a eu un profil qu'on s'est un petit peu challengé, parce que chez toi, on est faire Vincent, on fait charpentier plutôt. Mais on a pu apprécier sur l'ensemble de l'opération quelles étaient ses compétences humaines d'abord, et puis surtout son investissement. Après, il y a juste à choisir entre deux options. Donc oui, on a pérennisé un emploi d'un profil qui n'était pas du tout destiné au bâtiment et qui n'était pas du tout destiné à prendre ce type de filière. Donc oui, ça c'est. Donc il y a un impact sur le territoire sociétal, en tout cas c'était une volonté que j'avais moi d'accentuer ça par le biais des clubs, de valoriser, de pousser les curseurs et montrer qu'on était capable de le faire. C'est possible. Je reviens encore sur la question. Je reviens sur la question des coûts. Julien, peut-être que toi tu pourrais répondre à cette partie-là. Est-ce que ça coûte plus cher ou moins cher de construire en ressourcé, ou est-ce que l'impact après il arrive ensuite? Alors, au niveau des coûts de fabrication, en fait, il y a 10 ans, quand j'ai commencé chez Steico, on était 50% plus cher que des conventionnels. Aujourd'hui, on est moins de 10% plus cher que les conventionnels, voire même on est 25% moins cher que les laines de roche. C'est pareil pour les chambres de coton, c'est pareil pour les autres fils de bois, pour la paille hachée. La paille hachée aujourd'hui, je pense qu'un soufflé, ça revient presque moins cher que faire de l'univers. Après, en fourniture seule, aujourd'hui, on va toucher les prix des laines minérales. Mais après, le prix, tout dépend de comment on se compare, parce que quand vous allez mettre 220 mm de biosourcés en rampant, vous allez avoir une conformité suffisante, et pour avoir la même performancité avec une laine minérale, vous allez devoir en mettre 600 mm d'épaisseur, ce qui est même techniquement impossible et beaucoup plus cher. Donc, tout dépend à quoi on se compare. Se comparer à un verre, le verre, ça reste une formule marketing. Je défie tout thermicien de prouver que c'est une formule de terme. Malgré le verre, aujourd'hui, c'est ce qui prévaut en France. Forcément, ça dépend à quand se comparer une laine de verre. Aujourd'hui, moi, ça ne me dérange pas d'être plus cher qu'une laine de verre. Après, pour imposer une laine de bois, forcément, l'artisan va mettre un peu plus de temps à la découper.
forcément, l'artisan va mettre un peu plus de temps à réapprovisionner son chantier. Forcément, ça va être toujours un petit peu plus cher. Mais on se resserre dans le cas où, voilà, pendant des années, on a autorisé la pose d'isolant, par exemple en rampant sans pare-vapeur, enfin, de verre. Hein. Enfin, nous, les biosourcés, on a toujours revendiqué, même avant que ce soit obligatoire, qu'il fallait mettre un pare-vapeur. Quitte à faire des commandes, moi je préférais prendre un système d'isolation plutôt qu'un isolant. Parce qu'on parle souvent d'isolant, mais en fait, c'est un système d'isolation qu'on pose. Donc aujourd'hui, les lames minérales, c'est obligatoire. C'est pratiquement obligatoire. Hein. Même dans le cadre de la rénovation, on pose un pare-vapeur. Du coup, maintenant, on est plus en train de me dire ah, mais ouais, mais avec les fils de bois, il faut rajouter un pare-vapeur. Non, parce que de toute façon, c'est obligatoire aussi pour les lames minérales, ou pratiquement obligatoire. Donc oui, on est toujours un peu plus cher, mais beaucoup moins cher qu'il y a 10 ans. Et après, je pense que dans un monde où, de toute façon, tout ce qui est polluant à fabriquer va coûter de plus en plus cher, tout ce qui pollue va coûter de plus en plus cher, parce que tout ce qui pollue consomme de l'énergie et l'énergie devient chère, va forcément coûter de plus en plus cher, alors que nous qui consommons moins d'énergie, on va coller au prix. Et de l'autre côté, le particulier qui voit sa facture d'énergie exploser, finalement, mettre de l'argent dans son isolation, ça devient quelque chose d'important. Avant, l'énergie était gratuite, du coup, l'isolation, les gens ne s'intéressaient pas au budget qu'ils mettaient dans l'isolation de leur maison. Aujourd'hui, l'énergie coûte cher, donc il faut investir dans le budget, investir dans l'isolant, investir dans l'isolant performant. Et aujourd'hui, les mêmes ouvrages savent que de toute façon, en termes d'isolation, ce qui est le plus performant sur le marché, c'est les biosourcés. Après, pour terminer sur le coût fourni posé, dans la rénovation, ce que je vous dis, c'est vrai dans la rénovation, mais dans le neuf, aujourd'hui, avec le site, on arrive à sortir des opérations de bailleurs sociaux isolés en paille, isolés en fil de bois, isolés en biofil, au même prix que du parpaing avec de la laine de verre qui est dessus. C'est pareil dans la promotion, aujourd'hui, on fait énormément d'opérations de promotion de sociaux. Leur site, ça permet aussi de travailler du bois, parce que là, on est bois biosourcé. Ça permet déjà de redonner aux jeunes l'envie d'aller travailler dans des métiers moins pénibles, parce que les métiers à faible pénibilité attirent les jeunes aussi, maintenant. Et les enjeux de pénibilité, les enjeux de compétitivité peuvent être gommés par tout ce qui est préfabrication aussi. Et ça, c'est possible avec le bois biosourcé. Je rebondis sur ce que tu viens de dire sur la préfabrication. Vous, vos panneaux, c'était en préfabriqué, l'ossature bois sur le nouveau. Et comment ça fonctionne, c'était le cas? Alors, je suis maçon, je n'ai pas fait la partie charpente et ossature bois, mais j'ai quand même aussi l'opération. Effectivement, les murs étaient préfabriqués, assemblés sur site d'isolation à l'intérieur pour l'ossature bois. On a du chanvre mis en place par mes soins, on avait le plancher et l'ossature, et puis on mettait le chanvre et chaud Donc ça veut dire en place. pas être avoir les intempéries, être en dehors, et pouvoir faire justement toutes ces ossatures droit en intérieur, et après pouvoir poser de toute façon peut-être aussi plus rapide. Tout à fait, cette évolution. On a un mur paille également qui a été amené à tout près fermé et puis qui a son sur site directement pour optimiser nos coûts. Ça a été dit. Donc ça, vous pouvez voir des maquettes sur les stands, on vous invitera à aller voir après. Et donc ma dernière question, et après je vous laisse le micro, ou en tout cas Élise vous le donnera. C'est quoi les idées reçues que vous avez avec ce type de construction et quels arguments vous pouvez vous donner pour déconstruire ces clichés de la maison des trois petits cochons qu'on pourra avoir, parce que non, la paille, ça fonctionne très bien, ça résiste. Je vous laisse le micro là-dessus. Je vais tenter un truc. Sur la paille proprement dit, une des idées reçues, c'est que la paille doit être complètement bio et puis naturelle, sans pesticides ou autres. Et pour avoir fait la formation paille, j'ai pu dire que finalement,
La meilleure des pailles, c'est la paille conventionnelle, celle qui, paradoxalement, subit les pesticides. On l'enferme après derrière, quel que soit dans le mortier, dans du grès ou dans un caisson. Et finalement, à mettre en œuvre, c'est la plus pertinente. Donc des idées reçues, c'est celle-ci, c'est pas forcément la paille dite bio qui remporte notamment la mise en œuvre et l'utilisation, la qualité des suffrages sur la réalisation. La paille, il faut que ça soit de la paille. Sur les idées reçues, je ne sais pas trop, mais sur les arguments, je pense que c'est plus un travail collectif qu'on a à faire de. En fait, les gens, ils ne connaissent pas forcément, ils ne savent pas forcément. C'est juste qu'on leur parle de matériaux ressourcés, d'éco-construction, etc. Ils n'ont pas vraiment de connaissances, ils n'ont pas vraiment d'avis, ils se disent juste que ça va coûter plus cher. Mais en fait, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire, et donc avec Ecobac surtout, de se mobiliser à, que ce soit les artisans, les concepteurs ou enfin, qui que ce soit, à dire mais non, en fait, on peut construire autrement et ce sera mieux pour vous, ça sera mieux pour tout le monde, pour l'environnement, pour la pérennité du bâtiment, enfin tout ça. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a plus de. Enfin, c'est plus, on ne sait pas, on ne connaît pas trop et voilà. Et juste, il y en a beaucoup qui ne s'y intéressent pas encore. Alors que je pense que la mentalité est un peu en train de changer et on est un peu en train de se dire un peu leur réalité. La preuve, avec le nombre de personnes qui sont là aujourd'hui, les gens s'y intéressent. Donc merci encore à tous d'être venus. Vous pourrez tous en parler autour de vous. Et Julien, à toi. Donc, ce qu'il y a aussi, c'est qu'on dit ouais, les biosourcés, ça brûle, la paille, ça brûle, le bois, ça brûle. Aujourd'hui, tous les isolants biosourcés, toutes les constructions bois, on est capable de justifier, en fait, on a été obligé en fait, de tout justifier. Donc, il y a des isolants qui sont conventionnels, on voit du jaune partout, on ne dit rien, tout va bien. Par contre, pour les biosourcés, on a été obligé de nous justifier. Et justifier, ça veut dire le CSTB, ça veut dire les SFE. Aujourd'hui, la paille, elle a des SFE, est capable de faire des isolations par l'extérieur en paille, en fil de bois sur des immeubles jusqu'à 20 lunettes, sans mettre une seule bande de recoupement laine de roche. On a passé les essais des pires au CSTB. On a tous dépensé beaucoup d'argent pour passer tous ces SFE-là, que même le polystyrène ne passe pas. Le polystyrène, il ne passe pas un essai le pire. Le polystyrène, il brûle. Vous êtes obligé de mettre des bandes de recoupement tous les 2 étages. Et encore, malgré ça, il y a de la propagation du feu quand il y a un phare vent extérieur. Nous, les biosourcés, aujourd'hui, on est capable de justifier des CFE façades pour isoler des bâtiments par l'extérieur jusqu'à 28 mètres. Vous pouvez regarder le site, par exemple, de Signat en plaque de plâtre. Aujourd'hui, que ce soit la paille, le chanvre, la fibre de bois, on a plus de 700 PVFE en cloison, plafond avec Signat. Vous faites une cloison 98-48 dans un ERP, vous voulez un coup de feu 1 heure. Vous la construisez exactement de la même manière que si vous mettiez de la laine minérale, vous mettez du biosourcé dedans, vous avez le même PVFE. Pareil pour tout ce qui est résistance au feu sous des bardages. Aujourd'hui, on a des solutions d'écran thermique avec Signat. Là, pareil, on peut faire des immeubles jusqu'à 28 mètres de haut, avec un bardage sur les façades, sans aucune bande de recoupement, filé tout droit, avec du biosourcé à l'extérieur et un écran thermique. Au niveau du feu, aujourd'hui, franchement, on a tout. Tout ce que les autres ont, on l'a. Donc, et on sait le justifier par des essais qui ont été faits chez Effectis. Après, c'est pareil, on va dire aussi, les fils de bois sont sensibles aux rongeurs. Alors ça, c'est une question qu'on a tous les jours au service technique chez Steico. Enfin, un rongeur, il ne se nourrit pas de bois. Et ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Il va les nicher dans l'isolant parce que c'est confortable pour lui, mais il va faire une barrière physique, vous y ferez rien si le rongeur veut aller dans votre isolant, quelle que soit la nature d'isolant, il ira dedans. Après, l'autre question qu'on a beaucoup, c'est la fibre de bois et le bois. Alors la fibre de bois, notamment, les xylophages peuvent s'en nourrir. Non. Nous, quand on défibre le pin des Landes, les déchets de bois de pin des Landes qu'on achète, on injecte de la vapeur d'eau. Il y a une norme européenne, c'est la 335-3. On lave le bois à la vapeur d'eau, on le modifie la chimie de la xylose, et du coup, le mangeur de xylose ne peut pas se nourrir non plus de nos fibres de bois. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme question? Donc le feu, ça pourrit. Alors ça pourrit. Alors c'est pareil, hein, un bois bien mis en œuvre, ça peut durer des millénaires.
quand on met pas le feu dedans, comme on a fait à Notre-Dame de Paris, une charpente bien mise en œuvre, elle peut durer des millénaires. Notre-Dame, elle aurait pu durer des millénaires. Un bois bien mis en œuvre, ça dure des millénaires. Une fibre de bois bien mise en œuvre, une paille bien mise en œuvre ou un chanvre bien mis en œuvre, ça peut durer des millénaires. Il n'y a même pas de sujet. C'est juste une question de bonne mise en œuvre et de bien se former comme tu as pu le faire. Mais le bois, c'est hyper durable. De toute façon, tout le monde le sait, et une construction écologique, c'est hyper durable. Une construction, elle est d'abord écologique parce qu'elle est durable. Le choix du matériau, après, c'est une chose. Une construction durable, c'est déjà une construction pérenne, etc. Donc, voilà. C'est des questions qu'on peut avoir. Maintenant, on est en 2024, on n'est plus en 1980, donc il faut quand même se réveiller et se dire que c'est facile de construire et de faire de la construction écologique. Donc là, si je résume par rapport aux derniers éléments, c'est qu'il faut se former, c'est faisable. Les matériaux, ils sont là, les producteurs, ils sont là, les gens qui savent mettre en place sont là aussi sur votre territoire. Et en plus, non seulement c'est un impact environnemental, mais c'est un impact social, et quand c'est bien mis en œuvre, un impact économique. Je vous laisse lever la main pour vos questions, c'est à vous. Élise, est-ce que vous avez des questions dans le public? Première question au fond à droite. Bonjour. Alors, c'est pas forcément une question, c'est une remarque aussi sur le coût, le surcoût que ça peut représenter. Il faut savoir que le coût d'un bâtiment, de la construction d'un bâtiment, représente 2 à 5% maximum du coût qu'il va représenter pendant toute la durée de sa vie, des constructions comprises. Et donc, si ce surcoût vous permet de faire des économies, notamment d'énergie, on l'a vu tout à l'heure, mais en fait, vous rentabilisez assez vite ce léger surcoût. Je dis ça parce que j'ai eu l'occasion de créer un bâtiment en 2008, le premier bâtiment de France professionnel à énergie positive. Ça m'a coûté 17% de plus que le bâtiment conventionnel. On a travaillé ça avec l'ADEME. Et aujourd'hui, le bâtiment est largement rentabilisé. Et vous voyez, ça fait moins de 15 ans. Donc, c'est ça qui est important aussi. Il faut vraiment montrer aux personnes que le coût de construction du bâtiment est une toute petite partie du coût qu'il va représenter pendant toute sa vie. Et si en plus ce sont des matériaux qui sont faits pour durer des millénaires, alors là, c'est gagné d'avance. Voilà, c'était juste cette remarque que je voulais faire. Et merci beaucoup. Ce qui est souvent oublié aussi, c'est le coût de maintenance. Aujourd'hui, nous, on travaille beaucoup également avec le ministère des Armées. Là, on a 350 000 m² d'isolation par l'extérieur qui vont être faits sur le ministère des Armées en fibre de bois jusqu'à 2028. Et en fait, l'armée rénove, mais l'armée, elle veut rénover durable, et elle veut surtout rénover pour ne pas avoir de maintenance et justement de frais à refaire sur la durée, quoi. Ça c'est hyper important aussi de se dire, voilà, je construis, je rénove, mais je fais durable, et derrière, j'ai pas de coût de maintenance, quoi. On voit toujours le budget à l'instant T, à l'investissement. On voit moins les coûts de maintenance derrière, de déconstruction, de rénovation, rénovation, quoi. Je retire un isolant laine minérale pour remettre de la laine minérale, non, quoi. J'essaye de mettre autre chose, quoi. Mais je remets pas de la laine minérale. Merci à tous les deux pour ces précisions. On a beaucoup de collectivités. Ah, une question juste. Il y a quelques années, j'ai visité le nouveau CFA de Blois. Ça doit faire une petite dizaine d'années qu'il a été reconstruit. Alors construit en bois, mais certainement pour des questions de coût, a été isolé en aile de verre. Et les métiers qui étaient enseignés, c'était les métiers du bâtiment, surtout conventionnels, avec une petite question sur les matériaux biosourcés. Je voudrais savoir si vous savez où on en est aujourd'hui au niveau des centres de formation sur l'intégration des matériaux biosourcés, et puis quel est l'investissement des organisations professionnelles, la FFB et la CAPEB. Alors là, franchement, on peut, David chez Ecobat pourra en parler bien mieux que moi. Sur les Pays de la Loire, il y a eu des expérimentations faites, et c'est bien Ecobat qui est à la base du projet. En fait, aujourd'hui, dans les CFA, les jeunes, par défaut, on leur fait poser des conventionnels, alors que par défaut, on devrait leur faire poser du biosourcé. Et aujourd'hui, quand on pose la question à la CAPEB, elle renvoie vers la DDTM, c'est jamais de sa faute. Les DDTM, c'est jamais de leur faute.
Et il n'y a jamais de budget pour les biosourcés. Par contre, on fait livrer de la laine de verre de partout. Les centres AFPA, c'est pareil. Avant, on pouvait leur faire du don de matériaux. Aujourd'hui, on ne peut pas. Pour acheter des matériaux, ils sont obligés de faire un appel d'offres pour acheter un panneau d'isolant. Donc, on ne peut plus leur faire de dons. Les centres AFPA, aujourd'hui, les distributeurs gavent de marge pour leur livrer de la marchandise. Si bien que quand il leur faut 10 bouts de bois pour faire réaliser des maquettes à des apprenants, au final, le 10, ils peuvent en acheter que 3 parce qu'ils sont allumés par les distributeurs, quoi. Donc là, il y a énormément, vous faites bien d'en parler parce qu'il y a un besoin de réformer, il y a besoin qu'il y ait des gens qui prennent leurs responsabilités pour mieux former les jeunes et surtout les former à la construction bas carbone parce que l'État fixe des enjeux sur la construction et sur la rénovation en incitant à décarboner la construction. Par contre, derrière, au niveau de la formation, aujourd'hui, les jeunes, ils n'ont pas le droit d'être formés avec des matériaux qui aident à décarboner le bâtiment, quoi. Donc ça, c'est vraiment un gros problème aujourd'hui. Et s'il y a des gens ici qui peuvent nous aider au moins, en tout cas sur le territoire ici, à faire avancer les choses, ça sera bien, quoi, parce que on tombe beaucoup là-dedans dans de la politique, et bon, la politique, moi, des fois, ça me fatigue un peu ce facilement. Voilà. Pour répondre aussi, pour abonder dans ton sens, avec Ecobat Développement, on a un organisme de formation certifié Calliope, où on met en place des formations pour les professionnels et on intervient aussi sous format de module pour certains CFA. Donc là, on était il n'y a pas longtemps, David qui, au fond, pourra vous répondre sur ce sujet et on met en place des modules. C'est pas la totalité, mais on y arrive. Il faut que ça s'accélère. Nous, les fabricants, c'est hyper important pour nous d'être adhérents à Ecobat, que ce soit déjà pour créer une interco autour de vos constructions, d'être avec vous, de pouvoir vous conseiller, de pouvoir vous amener du conseil technique sur vos projets, mais c'est aussi sur le volet formation, pour nous de se dire, en fait, en tant que filière, pourquoi les jeunes aujourd'hui n'ont pas le droit à l'école de poser du biosourcé en atelier et qu'on les amène encore à poser du polystyrène et de la laine de verre en 2024, quoi. Par défaut, ça devrait être du biosourcé. Peut-être qu'après, dans leur vie, ils poseront quand même des laines minérales et du polystyrène. Par défaut, ça doit être des matériaux de ce type-là, quoi. Et ça, c'est Ecobat aujourd'hui nous aide beaucoup à avancer dans ces objectifs-là, quoi. Faut voir les choses d'une manière globale, quoi. Moi, je représente Steico, mais je parle toujours au nom des autres fabricants parce que on est avant tout une filière et c'est une filière qui a besoin d'avancer déjà. Après, les marques, c'est les marques. Déjà une filière. On va prendre encore 2-3 questions. Oui, devant. Ils arrivent. Juste devant. Bonjour à tous. Donc, c'est une première pour moi puisque c'est la première fois que je rencontre le réseau Ecobat. Et moi, je suis plutôt issu du conventionnel. C'est vraiment intéressant tout ce que vous évoquez. J'ai quand même 2 questions. Vous parlez pas de matériaux recyclés. Et concernant le bâtiment que vous avez fait, monsieur, j'aurais besoin de savoir, si vous voulez bien le dire, quel élément de fermeture vous avez utilisé pour avoir quelque chose d'efficace et quelque chose de sécurisant. Alors pour vous disiez en première question, c'était la réutilisation des matériaux. J'imagine que les matériaux biosourcés ou géosourcés sont des matériaux issus de la nature. Il y a également des matériaux qui sont issus du conventionnel et qui sont recyclés, qui vont offrir non pas un R mais un UW qui dépasse ce qui peut être fait en biosourcé. J'en ai pas entendu parler. Et sur certains éléments de fermeture sur votre bâtiment, j'aurais aimé savoir comment vous avez fermé le bâtiment. Alors, à quel titre la fermeture? J'imagine que vous êtes maçon, donc vous avez des camions à passer. C'est ça. Et j'imagine que vous avez également besoin de sécurité au travers de ce que vous stockez. Et avec quoi vous avez sécurisé? Alors, du coup, sur la partie atelier, on a des portes mécaniques, métalliques. C'est un atelier qui n'est pas isolé. Sur la partie bureau, il y a effectivement menuiserie à vue, forcément, barrière, grille métal prépeinte, et puis derrière, volet. 3 niveaux de fermeture. La fenêtre en elle-même, le volet. Parce que du coup,
certains sont dans le bâtiment un problème de plus en plus contraignant. Simplement pour dire que c'est compliqué d'arriver à faire, j'imagine, du biosourcé et répondre à cette problématique-là. Alors, moi, c'était pas tout biosourcé. L'idée, c'était d'en mettre un maximum pour montrer, pour valoriser, notamment pour les matériaux d'isolation. Et puis, le géosourcé, c'est un petit peu de taille de pierre aussi, j'ai des confrères qui en font. L'idée, c'était de montrer qu'on peut faire des choses différentes, en vrai. C'est ça l'intérêt. Si chacun met une pierre, on arrive à construire un mur. Si chacun met sa pierre de manière éparse, ça marche pas. Je dis juste que la pierre, on peut uniquement la mettre par rapport aux matériaux à notre disposition. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas inventer, quoi. Mettons pas une brique Bellinger qui vient d'Allemagne, qui est faite avec une argile extraite en Autriche et puis brûlée avec le gaz allemand, enfin, ou russe, là, chez nous, ça n'a aucun sens. On peut faire du biosourcé avec du parpaing local, hein. On a des fabricants ici qui ont un développement, un bilan carbone relativement faible avec du matériau aggloméré de ciment, ça fonctionne. Après, où est-ce qu'on veut mettre le curseur? Moi, en l'occurrence, le choix que j'ai fait, c'est celui-ci. De valoriser au travers d'un bâtiment porté par une collectivité, c'était vraiment l'enjeu de mon bâtiment. Mettre un maximum de biosourcés, de géosourcés dedans. Alors, celui qui est capable de faire 100%, en tout cas, moi, je ne le connais pas, dans ce sens-là. Mais l'idée, c'est d'apporter une pierre à l'édifice sur le biosourcé, le géosourcé, et sur l'insertion également. Et l'idée n'est pas de dire il n'y a que les matériaux biosourcés, on dit que c'est une réponse et pas la réponse. Donc bien sûr, il faut travailler ensemble. Merci d'avoir posé cette question. J'abonde sur le fait que les matériaux utilisés, on a un groupe au sein d'Ecobat et des professionnels qui travaillent sur la réutilisation des matériaux. Comment est-ce qu'on les revalorise derrière? La paille, ça peut être de toutes sortes de façons, le chanvre, c'est pareil. Après, ça se met en place, c'est une filière, ça ne se posait pas ces questions-là il y a quelques temps. On y arrive parce qu'il faut rénover, on relaxe. Et il y a aussi les déchets de chantier, on n'en a pas parlé, mais ça en fait partie. Et ça, c'est des actions qu'on traite au sein d'Ecobat avec des groupements d'artisans qui viennent, donc, des groupes qui sont de plusieurs territoires. On va prendre encore deux autres questions. Les deux dernières, s'il y en a. Vous battez pas exactement. Dans les collectivités présentes, il n'y a pas de questions pour vos territoires de bâtiments en rénovation? Je ne représente pas une collectivité, je suis architecte d'intérieur et je voulais juste dire que peut-être, pour moi qui ne travaille pas dans du neuf mais dans du bâti ancien, l'intérêt de tous ces matériaux-là, c'est aussi de travailler comme on le doit dans le bâti ancien, qui n'est pas la même, qu'on n'adopte pas les mêmes techniques parce qu'on a des matériaux respirants et qu'on ne peut pas appliquer dans des bâtis anciens des matériaux qu'on applique dans les bâtis modernes, qui lui se veut au contraire très étanche et qui fait qu'aujourd'hui les bâtiments qui sont très économiques en énergie, effectivement l'hiver, ils sont invivables l'été parce qu'on est dans des boîtes de plastique, des tupperware, et on cherche exactement l'inverse. Quand on a besoin d'hygrométrie, et les matériaux biosourcés participent à ça et ça me paraît très important, voilà, en rénovation en tout cas. Merci Alex pour cette précision. Et bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous invite à remercier nos intervenants et après vous pourrez aller sur les stands, poser toutes vos autres questions que vous n'avez pas eu envie de nous poser ici. Donc merci à tous d'être venus, merci à tous de vous sensibiliser à ces matériaux et merci à vous.